Vous estimez vraiment être en harmonie avec vous-même dans votre parcours politique, monsieur le ministre? Tout à fait, tout à fait. Je défie quiconque de m'en prouver le contraire. J'étais un opposant pur et dur, réputé comme tel. Maintenant, si vous me posez la question, rétrospectivement, est-ce que j'assume? Oui, j'assume. Les adversaires de Chiroma en particulier pensent que Chiroma, hier, c'était un autre Chiroma, aujourd'hui c'est un Chiroma totalement différent. Non, c'est pas comme ça qu'il présente ça, Alain Bélibi. Hier, Chiroma était un pourfendeur du régime du président Biya, une critique au vitriol, et aujourd'hui le même Chiroma est un défenseur inébranlable de la politique que mène le président Biya. Je voudrais utiliser une métaphore, Alain Bélibi, pour qu'ils comprennent bien de quoi il s'agit et me donner l'opportunité également de condamner leur anachronisme. Alain Bélibi, supposait que vous soyez dans un avion, piloté par un commandant de bord avec lequel vous ne partagez pas les mêmes opinions. Et pendant que vous allez vers votre destination, vous traversez une zone de turbulence de grande sévérité. Vous qui êtes passager et qui savez que le commandant de bord ne partage pas votre opinion, peut-être même qu'il est votre ennemi, à ce moment précis, vous savez que ce commandant de bord, il a votre destin, votre vie en main. Quelle est votre prière vis-à-vis de l'Éternel? Sinon, demandez à l'Éternel de lui apporter soutien, assistance, pour qu'il vous sorte de cette zone de turbulence et qu'il pose l'avion en toute sécurité, parce qu'il y va de votre vie. Alain Bélibi, il y a une loi à laquelle personne n'échappe. Et cette loi veut que la seule chose qui ne change jamais dans la vie, c'est que tout change. La seule chose qui ne changera jamais, c'est le fait que tout change. Vous ne me montrerez pas un seul homme politique de par le monde qui n'a pas eu, à un moment donné de son existence, de son histoire, à se dédire. Je vous appelle donc, du lundi 3 au mercredi 5 novembre, à observer des villes mortes. Que le pays tout entier se fige pour que le monde entier sache que nous résistons et que nous ne céderons pas. 3 jours de ville morte, 3 jours de résistance pacifique, 3 jours pour rappeler au monde que la souveraineté d'un peuple ne se confisque pas. Le ton est grave, les mots sont pesés et celui qui les prononce, c'est Issa Chiroma Bakary, un visage que les Camerounais connaissent bien. Ancien ministre de la Communication, ancien porte-parole du gouvernement camerounais, compagnon fidèle du régime pendant des décennies. Aujourd'hui, c'est un autre homme qui parle. Nous sommes à la fin du mois d'octobre 2025. Le Cameroun est à vif. Les résultats de l'élection présidentielle viennent d'être proclamés. Paul Biya est donné vainqueur. Mais partout, la contestation gronde. L'opposition parle de résultats tronqués. Le Conseil constitutionnel est accusé d'avoir arraché la victoire à la vérité des urnes. Dans les rues, la tension monte, les manifestations se multiplient et face à des foules désarmées, la répression s'abat avec une brutalité que beaucoup n'avaient plus vue depuis des décennies. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont insoutenables. Des jeunes fauchés par des balles réelles, des femmes en pleurs, des familles à genoux dans la poussière, des cris, des sirènes, des corps. C'est dans ce climat de douleur, de peur et d'incertitude qu'Issa Chiroma Bakary apparaît à nouveau. Devant lui, un peuple, derrière lui, rien d'autre que le vide et la gravité du moment. Sa voix ne tremble pas dans cet audio. Camerounais, Camerounais, mes chers compatriotes. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. Depuis la proclamation des résultats tronqués, arrachés à la vérité des urnes par le Conseil constitutionnel,
notre pays traverse une tension inédite. Une fois encore, la volonté du peuple a été confisquée, la souveraineté populaire piétinée. Mais cette fois, le peuple s'est levé, debout, digne, courageux. Il dit non à la confiscation du pouvoir. Dans toutes les régions, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Camerounais se sont exprimés pacifiquement avec la seule arme que leur accorde la Constitution, leur voix. Le décor est posé. En quelques minutes, il signe ce qui restera peut-être comme le tournant le plus inattendu de sa carrière politique. Il appelle à 3 jours de ville morte, du lundi 3 au mercredi 5 novembre 2025. 3 jours pendant lesquels, dit-il, le pays tout entier doit se figer pour que le monde sache que nous résistons et que nous ne céderons pas. Gardons nos commerces fermés. Suspendons nos activités. Restons chez nous, en silence, pour montrer notre solidarité et rappeler à ce régime que la force d'une économie, c'est son peuple. Et ce peuple ne le reconnaît plus comme son leader. Un mot d'ordre simple. Fermer les boutiques. Suspendre les activités. Rester chez soi. En silence. Un geste symbolique, mais lourd de sens. Au Cameroun, l'expression ville morte n'est pas un mot nouveau. Elle porte une mémoire, elle porte une douleur, elle porte une époque. Pour beaucoup, ces 2 mots réveillent les fantômes des années 1990, une décennie où le pays tout entier a basculé entre espoir et chaos. C'était le temps des grèves générales, des rues désertes, des marchés fermés, des écoles silencieuses. C'était le temps où le peuple, fatigué de subir, avait décidé de dire non. Nous sommes en 1991. Le Cameroun traverse une crise politique et économique sans précédent. Le franc CFA s'effondre, les salaires sont coupés, la pauvreté s'installe. Et pendant que le régime resserre son étau, la colère monte. Alors, l'opposition et les syndicats lancent une simple idée, presque naïve, mais puissante. Arrêter le pays. Plus de travail, plus de commerce, plus de bruit. Juste le silence. Le silence comme cri. Le silence comme arme. On appelait cela les villes mortes. Des figures comme Mbouamasok ont pris tous les risques pour appeler à cette désobéissance civile. Mbouamasok, c'est lui qui est le père des villes mortes, c'est lui qui a eu l'idée d'organiser les villes mortes. Mbouamasok, qui avait fait des petits mots qu'il avait adressés aux entreprises, spécialement dans Bédoua, leur disant qu'il faut que la semaine qui suit, que tout soit fermé. Les choses, les maisons, les boutiques, on aurait pu dire ville morte, chacun reste chez soi. De dimanche à minuit à vendredi à minuit, c'était ville morte. Il n'y avait que le samedi et le dimanche où on appelait ça le journée de la violence. Des tracts circulaient sous la table appelant à fermer boutiques, usines, bureaux et à ne pas sortir. Les habitants brandissaient des cartons rouges et verts, symbole de leur position dans ce combat politique. Le rouge pour dire non, le vert pour dire oui. Les grandes villes, Yaoundé et Douala, furent les épicentres de cette fièvre nationale. Pendant plusieurs semaines, les avenues se sont vidées. Les commerces ont baissé leurs rideaux. Le Cameroun s'est arrêté.
Et face à cette paralysie, le pouvoir a répliqué par la force. Les marches pacifiques ont tourné au drame. Les gaz lacrymogènes ont envahi les ruelles. Les matraques ont remplacé le dialogue. On a compté des dizaines de morts, selon des témoins, selon des ONG internationales. Des centaines d'arrestations, des milliers de vies brisées. Le sang a coulé dans les rues de Yaoundé et de Douala. Le silence, lui, a recouvert les villes comme un linceul. Cette histoire de ville morte a commencé à la limite comme un jeu face au refus du gouvernement d'organiser la conférence nationale que réclamaient les partis politiques de l'opposition. Un activiste, Boamasso, pour ne pas le nommer, a fait faire des tracts et s'est mis à les distribuer en demandant de fermer boutique à toutes les sociétés. Et je dois dire que cela avait amusé un peu la galerie la veille, l'avant-veille. Toujours est-il dit que la peur a envahi les gens. Ce souvenir-là, terrible et indélébile, hante encore la mémoire collective. Pour toute une génération, les villes mortes ne sont pas qu'un mot d'ordre. C'est un symbole, celui d'un peuple qui, face à la peur, a choisi le courage. Celui d'un pays qui, face à l'autorité, a osé l'arrêt total. Mais les villes mortes n'ont pas disparu avec les années 1990. Non, elles ont ressurgi. Reprises, réinventées, rebaptisées. Cette fois, ce n'est plus Douala ni Yaoundé. C'est Bamenda, c'est Boya, c'est le nord-ouest et le sud-ouest. Là-bas, on les appelle Ghost Town. Chaque lundi, le pays s'arrête. Les rues sont vides, les marchés fermés, les écoles muettes. Les séparatistes ont fait de cette arme sociale un rituel politique. Protester sans manifester, paralyser sans crier, résister sans bouger. Interdit toute activité dans la ville. Une forme moderne de grève pacifique, mais dans un pays en guerre. Car derrière le silence de Ghost Town, il y a le vacarme des armes. Des affrontements entre forces gouvernementales et milices séparatistes. Des villages incendiés, des familles déplacées, des centaines de milliers d'âmes déracinées. Dans les grandes villes comme Boya ou Bamenda, la présence militaire impose une stabilité de façade, mais la peur, elle, ne s'éteint jamais. Ce lundi immobile est devenu un symbole de résistance, mais aussi de souffrance. Une psychose nationale. Et si l'on y regarde bien, ces Ghost Town d'aujourd'hui ne sont rien d'autre que l'ombre prolongée des villes mortes d'hier. Le Nozo a été marqué par beaucoup de violence aussi. Mais vous verrez, sans être prophète, vous verrez qu'à la fin, la réponse politique sera toujours le dialogue. Et quand vous regardez tous les conflits à travers le monde, on finit toujours par des accords autour d'une table. Même
quand les plus forts ont gagné des guerres, ils ont été obligés de faire des accords pacifiques avec les plus faibles. Donc il n'y a pas autre chose que la confrontation des idées, il n'y a pas autre chose que le dialogue, il n'y a pas autre chose que de s'asseoir autour d'une table et de respecter la légalité républicaine. Un même cri, répété à travers les décennies. Un même peuple, toujours en quête d'écoute. Et c'est cette histoire-là qu'Issa Chiroma Bakary réveille encore aujourd'hui. Ce mot d'ordre est une arme pacifique mais redoutée. Une forme de résistance qui ne brandit pas le fusil, mais qui paralyse tout un pays. En prononçant ces deux mots, ville morte, il rouvre une plaie que le pays n'avait jamais vraiment refermée. Issa Chiroma sait ce qu'il risque. Il sait que le régime qu'il défie aujourd'hui n'oublie jamais. Il sait aussi que son appel sera interpellé ou alors interprété comme une déclaration de guerre politique. En fait, en vérité, elle l'est déjà. Car Issa Chiroma Bakary ne se contente pas de contester. Il revendique la victoire. Oui, la victoire à la présidentielle de 2025. Une victoire qu'il présente comme celle du peuple spolié, du vote confisqué, de la vérité étouffée. Il parle lentement, avec ce ton d'homme qui sait ce qu'il risque. Derrière ce mot, on sent le fer et le feu. Il affirme que le scrutin a été manipulé, que les chiffres officiels ne traduisent pas la volonté populaire. Il dit que c'est lui le vrai vainqueur, pas parce qu'il le veut, mais parce que les urnes, cette fois, avaient parlé pour le peuple et non pour le pouvoir. Et il le fait sans détour. Un peuple qui a perdu la peur est un peuple invincible. Cette phrase, reprise à maintes reprises sur les réseaux, devient le cri de ralliement d'une génération qui n'a connu que la résignation. Peuple camerounais, l'heure n'est plus à la peur ni à la division. Restons debout, unis, fiers et solidaires face à ceux qui, dans un cynisme machiavélique, invoquent la paix tout en semant la terreur et en régnant sur la misère et le sang. Restons calmes mais déterminés. Restons dignes mais inflexibles. Dans son discours, Issa Chiroma ne parle pas seulement de politique. Il parle de deuil, de dignité, de souveraineté. Il évoque les martyrs tombés pour la liberté. Il accuse le pouvoir d'avoir transformé les marches pacifiques en scène de guerre et dénonce la honte d'un conseil constitutionnel qui, dit-il, a trahi la République. Des balles réelles ont répondu au chant de liberté. Nos parents, nos enfants ont été fauchés dans la fleur de l'âge et les marches pacifiques ont été transformées en répression aveugle avec des délits de faciès. Aujourd'hui, le bilan provisoire est lourd. Arrestation arbitraire des leaders politiques, d'acteurs de la société civile, de créateurs de contenu et de milliers de manifestants, des centaines de morts et de blessés, des familles entières plongées dans le deuil, rappelant les épisodes traumatisants de 1984. Mais pendant que le peuple pleure ses martyrs, les responsables de cette tragédie festoient sans pudeur, exhibant
sur les réseaux sociaux leur cynisme et leur mépris du peuple. Dans une vidéo rendue virale, le président du Conseil constitutionnel lui-même, dans l'ivresse du champagne, s'est vanté d'avoir assuré la victoire du président sortant. Quelle honte pour notre République! Mais que ceux qui croient que la peur nous fera plier se trompent lourdement. Un peuple qui a perdu la peur est un peuple invincible. Et puis, il y a cette phrase. J'ai pris l'engagement ferme de ne jamais vous trahir. C'est la raison d'être du reste de ma vie. J'ai pris l'engagement ferme de ne jamais vous trahir et je ne trahirai jamais. C'est la raison d'être du reste de ma vie. Pour ses partisans, c'est un serment. Pour ses adversaires, une provocation. Pour le pays tout entier, un choc. Car Issa Chiroma, c'est l'homme du système. L'ancien compagnon de route du régime Biya qui devient soudain le visage de la contestation. Un basculement rare, presque inédit dans un pays où les lignes de loyauté sont tracées au fil rouge. Et ce renversement interroge. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a poussé cet homme, symbole de la fidélité absolue au pouvoir, à s'ériger soudain contre lui? Certains y voient la lucidité d'un patriote vieillissant, un homme qui veut se réconcilier avec l'histoire, laver ses fautes, quitter la scène du bon côté de la mémoire collective. D'autres au contraire y lisent une manœuvre politique, un repositionnement froidement calculé, l'instinct d'un vétéran qui sent que le vent tourne. Mais il y a aussi ceux nombreux qui voient en lui une menace. Pour eux, Issa Chiroma n'est pas un héros, mais un fauteur de troubles. Un homme prêt à mettre le pays à feu et à sang, manipulé par certaines puissances étrangères, décidé à déstabiliser la nation au moment le plus critique de son histoire. Ses adversaires le disent en coulisses et même sur les plateaux de télé. Son discours enflammé, ses déclarations publiques, ses alliances ambiguës. Tout cela ne serait qu'une opération orchestrée pour s'aimer le chaos, fragiliser le régime et ouvrir la voie à l'ingérence entre patriotisme et trahison, lucidité et manipulation. Issa Chiroma avance désormais sur une ligne de feu. Mais au-delà des intentions, il reste le geste, l'acte. La parole publique, frontale, sans filtre. Et dans un pays verrouillé, c'est déjà une rupture. La question maintenant c'est, que va-t-il se passer? Si les Camerounais répondent à cet appel, le pays pourrait se retrouver paralysé pendant 3 jours, voire plus. Si le mouvement prend de l'ampleur, il deviendra un signal fort envoyé à la communauté internationale. Mais si la peur domine, l'appel pourrait se perdre dans le vacarme des armes et des arrestations massives. Déjà, sur le terrain, les premiers signes d'intimidation se multiplient. Des descentes policières, des contrôles renforcés, des menaces d'arrestation contre le relais de l'opposition.
Dans les quartiers, l'atmosphère est lourde, tendue, entre espoir et crainte, entre silence et rage contenue. Ce n'est plus seulement une élection, c'est la légitimité d'un système, c'est la confiance d'un peuple dans ses institutions. C'est l'âme même d'une nation qu'on interroge. Dans son message, Issa Chiroma appelle à la dignité dans la résistance, à la fermeté sans violence, à la foi dans la République malgré la trahison des hommes. Il s'adresse à toutes les générations, des jeunes aux anciens, des villes aux villages, et termine sur ces mots. Que Dieu bénisse le Cameroun. Gloire et honneur à nos martyrs et vive la République. C'est ensemble que nous remporterons cette victoire. Que Dieu bénisse le Cameroun. Gloire et honneur à nos martyrs et vive la République. Des mots qui résonnent comme un adieu et un serment à la foi. Mais sur le terrain, le pays est sous tension. C'est Issa Chiroma qui lance cet appel aux villes mortes. Pour certains, un acte de résistance pacifique, pour d'autres, une provocation dangereuse. Dans les couloirs du pouvoir, l'alerte est maximale. Les autorités multiplient les consignes de sécurité et rappellent leur volonté de maintenir l'ordre public. Dans quelques jours, Yaoundé, Douala, Garoua, Bafoussam, Tchang et d'autres villes encore diront si l'appel a été suivi, si les boutiques resteront fermées, si les activités économiques seront paralysées, si les habitants obéiront ou résisteront à la peur. 3 jours de silence annoncés par Issa Chiroma Bakari pourraient se transformer en un test politique pour le pouvoir, pour l'opposition et pour le pays tout entier. Ce moment-là ne sera pas un soulèvement spontané du peuple, mais le reflet de la réaction d'une nation face à un appel lancé par une figure politique contestée. Le Cameroun semble suspendu à cette décision, suivre l'appel ou continuer ses activités malgré la tension. Et c'est dans cette incertitude, entre paralysie et résistance, que le pays se prépare à écrire peut-être une page décisive de son histoire. Merci à tous.